Bon, alors concernant le projet de Africa Linkage, le projet pour lier les plateformes boursières de l'Afrique et tout, euh, ils avaient commencé ça, je crois, en 2022, quelque chose comme ça. Et la dernière fois également, j'ai eu un ami, bon, je sais pas si Aziz, il m'avait contacté pour avoir des informations concernant l'état d'avancement du projet. Mais au niveau de CGF, par exemple, on n'a pas eu vraiment d'engouement par rapport à ça. Nous, on n'a pas eu des clients qui ont fait des transactions sur d'autres marchés. Mais j'avais contacté un collègue d'une autre structure également, donc au Sénégal. Et eux, ils avaient eu des clients qui ont eu à faire des transactions de l'autre côté. Mais bon, ils ont fait des transactions notamment sur Dangote Cement, Safaricom au niveau du Kenya, et puis quelques sociétés également. Et il m'expliquait que ça revenait un peu plus cher pour quelqu'un qui veut faire des transactions de l'autre côté. C'est-à-dire qu'une action qui va coûter peut-être 5 000 francs, avec le change et tout, et les coûts, ça lui revient pratiquement au double, peut-être 10 000 francs. Et finalement, ils ont laissé tomber. Donc, du coup, au niveau de la BRVM, je ne sais pas comment ils font pour optimiser les charges là pour les clients, parce que ça constitue une charge pour les clients d'aller s'exposer sur un titre ailleurs. Donc, je ne sais pas comment ils font actuellement pour régler ce problème-là. Mais je pense que ça, c'est ça qui doit être forcément ce qui plombe, comment l'appelle-t-on, l'état d'avancement du projet. Je pense que ça doit être surtout ça. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas connu le démarrage de ça. Je suis arrivé sur le marché en 2023, bien qu'en 2022, déjà, je suivais un peu. Mais je ne peux pas vraiment te donner une réponse qui va te satisfaire tout de suite là. Mais c'est tout ce que je peux dire quand même par rapport à ça. Et alors, donc, si je comprends bien, il y a déjà des SGI qui permettent aux gens de se faire ce genre d'achat là sur d'autres marchés. Ouais, il y a eu des SGI qui l'ont fait. Et il s'agit de signer quand même des conventions avec des brokers de l'autre côté. Et donc, tu Donc as des des noms de conventions avec SGI des... à nous partager là. Bon, je pense que la FGI l'a fait, Finance, Gestion, Intermédiation. Ils l'ont fait. Mais c'est eux seuls que je pense hein, qui l'ont fait, je crois. Bon, c'est eux seuls, je connais quand même que je pense qu'ils l'ont fait. À part eux, je sais pas trop. Moi, je ne savais pas encore que c'était déjà. Enfin, je sais qu'ils ont fait des tests, ils ont réussi à acheter des Ouais, actions. Ça, c'était au dans ces niveau de la phases-là. BRVM, oui. Mais je ne savais pas que c'était déjà au niveau des SGI ou des particuliers pouvaient déjà faire des opérations. Bon, la personne que j'avais contactée également, c'est qu'il m'a dit que lors des phases test, c'est ce qu'ils ont eu à faire et qu'ils ont eu vraiment des clients qui ont fait des transactions de l'autre côté, mais que ça n'a pas été vraiment bénéfique pour eux. Donc, si j'ai un compte titre auprès de la FGI, c'est la FGI ou bien le F, c'était pourquoi? Fonds, c'est ça? Non, FGI, c'est Finance, Gestion, Finance, Intermédiation. ok. Ils sont Donc, au Sénégal. si j'ai un compte auprès de la FGI, je peux là maintenant tout de suite acheter des actions sur le NSE si ça m'intéresse, c'est ça? Je pense qu'ils ont bloqué le truc. Hein. Je pense Ah, qu'ils ont stoppé un peu. Oui. Je pense qu'ils ont stoppé pour essayer d'arranger les choses avant. Parce que franchement, je sais pas. Après, je vais demander quand même à Aziz de me faire un retour par rapport à ça parce que je l'ai mis en relation avec la FGI. Parce que lui il cherchait des informations concernant ça. Je vais voir qu'est-ce qu'il a eu comme info. Et également, je vais leur demander au niveau de la FGI aussi pour voir euh, vraiment s'ils peuvent me faire une synthèse de ce qu'ils ont eu à faire et l'état d'avancement, franchement, du projet là. Au niveau de CGF, quand même, nous, on n'a pas eu à faire des transactions de l'autre côté. ok. Ok, bien plus clair. Alors, en même temps, il y a des questions qui vous sont venues à l'esprit. N'hésitez pas sur des questions. Alors, je vois Monsieur Judical qui est connecté. J'ai cru voir que vous m'avez laissé un message en inbox. Si ce n'est pas des questions, on va dire privées, n'hésitez pas à les poser ici, hein, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Ok, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez
pour pouvoir échanger sur le sujet de la bourse. Exactement. Ma préoccupation, c'est pas confidentiel. Je peux le partager avec tout le monde. C'était de voir en fait, est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir passer des actions sur Coris, BOA, BFU ou BOACI. Parce que bon, je suivais un peu le calcul du PL là, le PER. Bon, j'avoue que c'est pas du tout facile. Voilà, j'ai visionné ça 2 fois, mais je n'y parviens pas en fait à trouver la formule pour savoir si c'est le bon moment pour pouvoir passer des actions. Genre, je partage ma préoccupation pour voir si on peut trouver tous ensemble une solution, quoi. Merci beaucoup. Alors, super. Donc, bon, comme je le dis souvent, c'est pas tellement une question de moment, c'est pas une question de timing, c'est plutôt une question de prix. La bonne question, c'est est-ce qu'au prix actuel, au coût actuel, ces deux actions-là sont de bonnes opportunités. Donc, ça, c'est la quintessence même de ce qu'on est en train de faire sur la bourse. Ça revient à identifier dans quelle catégorie ces actions-là sont. Donc, le C, c'est des growers. Donc, BOACI, Coris Bank, c'est des growers. Maintenant qu'on a identifié la catégorie, on se demande maintenant quelle méthode de valorisation utiliser. Comme on sait que c'est des growers, une méthode qui est plutôt classique et aisée à appliquer, c'est la méthode du PEG. C'est exposé de long large dans la. Et donc, quand on a appliqué cette méthode-là, ensuite, on va trouver, on va dire, une valeur intrinsèque. Mais on ne veut pas acheter à cette valeur intrinsèque-là, mais il y a une décote par rapport à cette valeur intrinsèque-là. Généralement, les gens vont dire, je vais acheter en dessous de 30% par rapport à la valeur intrinsèque. La décote, c'est 30%. Ça revient à dire, je vais acheter à 70% la valeur intrinsèque. Et je calcule la valeur intrinsèque à 10 000 francs. Je vais acheter quand le coût de l'action est à 7 000 francs CFA. Ça va être une décote de 30% par rapport à la valeur intrinsèque. Ça représente 70% de la valeur intrinsèque. Ça, c'est la même chose. Donc, la bonne question, c'est pas est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est maintenant qu'il faut acheter ou attendre. Quel est le prix? Et quand vous connaissez ce prix-là, ce prix cible-là, d'accord? Vous achetez quand vous êtes en dessous de ce prix cible-là. Si vous êtes au-dessus, vous attendez. Donc, si on revient dans notre exemple, Coris Bank, BOACI, vous appliquez la méthode du PEG, vous allez trouver des valeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé ces valeurs-là. Je ne sais pas, quand vous parliez du PER, si vous parlez vraiment du PER, PER ou bien du PEG, en fait. Bon, disons que je ne l'ai pas encore calculé, mais en suivant la formation, je suis au niveau du PER. Donc, je n'avais pas cette information-là que ça se trouvait au niveau du PSG, en fait. Donc, effectivement, vous n'êtes pas encore au niveau où on calcule le PEG d'une action. Donc, là, tout de suite, au niveau où vous êtes là, vous ne pouvez pas calculer la valeur intrinsèque de ces actions-là. Il vous faudrait évoluer encore dans la formation. Mais bon, on peut déjà quand même. Là, tout le process que je viens de vous donner, là, ça brûle déjà un peu les étapes. Vous voyez, d'accord, comment plus ou moins arriver à calculer la valeur intrinsèque. Donc voilà. Donc, finalement, j'évite de dire aux gens, voilà le prix cible auquel il faut acheter, d'accord? Parce que comme je l'ai dit, la valeur intrinsèque des actions, ça n'a vraiment rien d'objectif. Comme je le dis, Facebook n'a pas acheté WhatsApp à, je ne sais plus, si c'est 19 milliards ou 1 milliard, c'était un truc comme ça. Soit c'était 1, soit 19, je ne me rappelle vraiment plus. Donc, ils n'ont pas acheté ça à cette valeur-là parce que WhatsApp valait ça. D'accord? Ils ont acheté ça à cette valeur-là parce que pour eux, c'était une question de vie ou de mort. D'accord? Avoir WhatsApp dans leur écosystème ou ne pas avoir WhatsApp dans leur écosystème. Donc, s'ils ne l'avaient pas dans leur écosystème, ça aurait été un désavantage terrible. Donc, pour eux, même si ça ne valait pas ça, bah, ce qu'ils allaient perdre, ça dépassait largement, d'accord, cette valeur-là. Donc, ils étaient obligés de l'acheter. Donc, la valeur intrinsèque, c'est pas tellement une question, c'est pas seulement, c'est pas que c'est pas tellement, c'est pas seulement une question d'utilité, d'accord? C'est une question d'utilité pour qui? D'accord? WhatsApp n'est pas si utile que ça pour, je sais pas, je dis Google. Qu'est-ce que Google va faire avec WhatsApp? Bon, c'est pas évident, vous voyez. Mais pour Facebook, ça saute aux yeux tout de suite. Donc, c'est une question de, c'est une utilité pour qui? Donc, je dis tout ça en fait pour dire, la valeur intrinsèque, ça peut vraiment varier d'une personne à une autre. Quelqu'un peut trouver que cette action-là, c'est de l'or pur et l'autre trouve juste que non, c'est juste de la poudre.
C'est pour ça que j'ai vu de donner moi mes valeurs aux gens. Donc, dans la formation, effectivement, vous allez trouver, il y a un chapitre, je ne sais plus, peut-être ça va être le 5e ou le 6e, où vous allez apprendre à calculer ce PEG-là et extrapoler la valeur intrinsèque vous-même. Là, vous saurez exactement à quoi vous en tenez. J'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et alors, je vois dans le chat qu'il y a une question. Monsieur Bassiro, bonsoir à tous. C'est la première fois que je me rejoins à vous dans ce live. Ravi d'être parmi vous et de pouvoir prendre le chemin. J'espère pouvoir apprendre. Bien sûr, bien sûr. C'est ça l'objectif de ce que nous faisons ici. Donc, la plupart des gens dans ce webinaire-là ne parlent pas. D'accord? C'est pas si négatif que ça. La plupart des gens qui viennent ici, ils viennent juste pour écouter les questions qui sont posées et écouter les réponses qui sont données. Bon. Donc, bienvenue parmi nous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. De ce webinaire. D'accord. Merci beaucoup. C'est Bien. noté. Alors, oui, monsieur Daniel. Oui, je voulais juste dire que aucune question n'est bête et aussi, peu importe la réponse que vous avez aussi, essayez de lever la main, donner. Et nous aussi, on va essayer d'apprendre de vous. On va notamment apprendre de vous, pas essayer d'apprendre, mais apprendre de vous. Et aussi, chacun va essayer de tirer tout le monde un peu vers le haut. Et je voulais aussi, mon chéri, par rapport à ce que tu as dit plus tôt, moi, personnellement, je regarde un peu le marché chaque jour, un peu quand même le marché chaque jour. Surtout à la clôture, quand même, je regarde le marché. Mais euh, d'abord, lorsque vous voulez investir sur le marché, il y a une formation également que Eman X, ils ont mis ça sur YouTube, qui est aussi intéressant, c'est gratuit, et qui donne aussi, à part ce que Monsieur Apap donne, qui également peut vous aider aussi à faire vraiment vos choix d'investissement. Donc, vous savez, dans l'univers d'investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans n'importe quelle activité que vous voulez faire, c'est de voir quels sont les flux que vous aurez dans l'avenir, périodiquement. C'est-à-dire, sur chaque année, vous allez voir les flux de revenus hein, qui vont tomber dans votre portefeuille et de les actualiser à aujourd'hui, de le comparer peut-être à l'investissement initial pour voir si vous dégagez une marge. C'est un peu comme si je vous parlais de la vanne, quoi, la valeur actuelle nette. Donc, très souvent, c'est comme ça. Maintenant, il faudrait que ce que l'actif vous donne en termes de revenus bat l'inflation et vous permet également d'avoir quelque chose de plus. Parce que épargner pour mettre ça sur un actif et espérer avoir quelque chose demain, c'est comme si vous dites que je renonce à ma consommation d'aujourd'hui pour consommer demain. Donc, il ne faudrait pas que l'argent que j'aurai demain pour consommer ne me permette plus de payer un sac de riz. Or, avant, je pouvais payer un sac de riz aisément. Donc, je parle bien sûr de l'inflation. Donc, très souvent, ce que vous pouvez faire, c'est identifier souvent votre niveau de risque. Le rendement que vous cherchez également, vous l'identifiez aussi. Et vous venez sur le marché et vous définissez un horizon de placement et vous placez votre argent sur les actifs qui vous donnent ce rendement-là. On a également sur le marché des obligations, bien sûr des obligations, des parts de PCVM qui vous donnent des rendements peut-être de 8% l'année ou bien 7% l'année. Si ça vous satisfait, parce que sur le marché, on a une panoplie d'investisseurs. On a plusieurs gens, tellement que si toi tu cherches du 30% l'année, quelqu'un, lui, il préfère dormir, ne pas faire trop d'efforts, 7%, ça lui va. Et il peut aller sur une obligation qui lui donne du 7%, un bon du trésor qui lui donne peut-être du 8%, 9%, ça lui va, il est tranquille. Vous voyez? Donc, franchement, c'est d'identifier les actifs qui peuvent vous donner peut-être un rendement intéressant, de s'assurer que la société est en bonne santé, c'est-à-dire que la société ne va pas avoir de tension de trésorerie, ne va pas faire faillite demain.
demain pour ne plus vous donner ça, et également de s'assurer que l'activité quand même est en train de croître un peu. Maintenant, dans une période de mauvaise conjoncture, c'est-à-dire que où l'activité ne va plus trop bien, peut-être c'est le moment de l'acheter. On a par exemple l'exemple des sociétés qui sont dans le secteur de l'agriculture. Par exemple, je parle de SO, GBS, APH, qui sont des sociétés que, quand le cours du caoutchouc se pète la gueule, ce sont des sociétés qui ne performent pas. Et ça, c'est parce que les prix sont bas. Mais aujourd'hui, avec la construction des voitures électriques de la Chine, et avec également des problèmes au niveau des pays qui produisent le caoutchouc au niveau de l'Asie, hein, qui sont quasiment les plus grands producteurs. Jusqu'à la Côte d'Ivoire est passé quatrième producteur de caoutchouc au monde, devant le Vietnam. On est dans une période où ces pays-là n'arrivent plus à satisfaire la demande. Et la Côte d'Ivoire arrive à quand même satisfaire cette demande-là. Et ça a également fait monter les prix du caoutchouc. Et ça, c'est une période favorable pour investir sur ces sociétés-là. Donc, pour quelqu'un qui suit et qui est dans cette niche de sociétés qui opèrent dans le secteur agricole. Et on a pas mal de cas également sur le marché où vous avez des Sonatel, des Orange Côte d'Ivoire que dès que il y a croissance démographique, dès qu'il y a augmentation de leur base clientèle et dès qu'ils arrivent à améliorer leur niveau de connexion, leur service client et tout, ils arrivent à prendre des parts de marché à Free, à tous ces opérateurs qui sont là et leur chiffre d'affaires continue pas à croître. Donc, sincèrement, c'est de faire de l'analyse financière un peu au niveau de à votre niveau et de regarder si le rendement que j'ai aujourd'hui, la société fait bien pour continuer par me donner la même chose. Et je pense que c'est déjà largement suffisant. Au lieu de se rentrer dans ce truc-là où vous voulez vraiment faire de la valorisation, parce que la valorisation, c'est aussi compliqué. Pas compliqué en tant que tel, parce qu'il y a des méthodes, comme Apap l'a dit, il y a des méthodes, mais vous pouvez faire la valo, trouver un prix, quelqu'un va faire la même valo, trouver un autre prix. C'est pas quelque chose qui est défini. Donc, franchement, pour vous éviter parfois quelques mots de tête, vous pouvez avancer comme ça. Et maintenant, il y a aussi des gens qui sont des spéculateurs sur les marchés. Et sachez que quand vous faites de la spéculation aussi, vous devez identifier des actifs. Par exemple, il y a des actifs qui ne sont pas liquides. Par exemple, si vous prenez BCC, aujourd'hui, le cours de BCC frôle les 15 000 francs parce que BCC n'a pas beaucoup de titres en circulation. Ce n'est pas liquide. Donc, il suffit de quelques transactions sur BCC, le cours monte. Il y a de ces actifs qui sont comme ça. Et également, si vous regardez aussi sur le marché, vous allez voir qu'il y a des périodes où, regardez le prix de Sonatel qui a frôlé les 25 000 pendant la semaine. Le secteur de la télécommunication est tellement monté en 2024 que en janvier, on a eu une légère baisse du marché. Mais la baisse là s'est résorbée vers la fin de janvier. Parce que quoi, les résultats vont être publiés bientôt en février. Donc les gens commencent par se positionner. Et si vous avez, par exemple, si vous savez identifier ces périodes-là, où vous devez acheter peut-être Société Générale, Orange Côte d'Ivoire et Sonatel, parce que les gens peut-être s'attendent aux résultats. Et dès que les résultats sortent, vous vendez. C'est aussi des stratégies pour des gens peut-être qui sont des spéculateurs et qui connaissent les tendances ou bien les saisonnalités du marché. C'est aussi des stratégies aussi qui sont quand même intéressantes aussi à mettre en place. Et ça, vraiment, pour le mettre en place, il faut faire l'historique du marché. Il faut vraiment faire l'historique du marché et comprendre comment le marché fonctionne. Et vous pouvez avoir de l'avance sur certaines personnes. Merci. Alors, Monsieur Daniel, je vois que tout à l'heure, tu as parlé de Iman Inc. Un nom que j'avais jamais entendu. Tu as le lien qui mène sur la chaîne YouTube, ça m'intéresserait beaucoup. D'accord, je vais te partager ça. Je vais te partager ça. Alors, oui, je vois que Monsieur Judical a levé la main, allez-y. Oui, merci beaucoup à Monsieur Daniel pour cette brillante présentation. On a beaucoup tiré davantage dans ses propos. Et je voudrais, s'il pouvait, partager le lien de Iman X là dans le groupe WhatsApp. Comme ça, là, ça va profiter à tout le monde. Ma deuxième préoccupation, c'est relative à la gestion
de mon compte titre sur mon RGI. Alors, j'étais en train de voir la possibilité. J'ai commencé avec la gestion personnelle. Bon, je lis pas mal dans d'autres bouquins où on me conseille d'aller sur la gestion sous mandat. Alors, j'aimerais en tout cas avoir votre avis là-dessus, parce que je suis passé déjà pour pouvoir commencer le process, mais mon gestionnaire me dit de patienter parce qu'il va reprendre bientôt. Est-ce qu'il faut aller sous mandat ou pas? En tout cas, je suis à votre disposition pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Alors, donc, ce que je conseille généralement aux gens, c'est si vous ne savez pas encore investir, si vous n'avez pas vraiment confiance dans vos, on va dire, facultés ou capacités d'investisseur, déléguer la gestion. Soit de gestion sous mandat, soit acheter des titres vraiment sur des obligations ou des FCP qui est encore une autre manière de déléguer encore la gestion. D'accord? Donc, ne le faites pas vous-même parce que vous ne savez pas encore comment le faire, n'est-ce pas? Et quand vous commencez par acquérir les facultés qu'il faut, les capacités qu'il faut et que vous sentez que vous avez de plus en plus confiance en vos actions sur le marché, là, vous pouvez commencer par prendre le titre en main. Vous pouvez commencer par investir par vous-même. Parce que le risque, il est bien plus mitigé. Parce que maintenant, vous savez ce que vous faites. C'est même ça la première règle. C'est n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, attendez de comprendre les choses avant d'investir, n'est-ce pas? C'est ça. Si vous sentez que vous comprenez les choses, faites-le vous-même. Si vous sentez que vous ne comprenez pas bien, soit acheter des titres très sûrs, comme les obligations, ou bien déléguer, passer en gestion sous mandat, ou bien acheter des FCP, qui est une autre manière tout simplement de déléguer encore la gestion. Voilà ce que je vous conseille. Ok, merci beaucoup, merci. Super. Alors, je vois dans le chat, il y a une question. Monsieur Kokouvi, alors je vous reviens pour la première fois. Je n'ai pas encore suivi la formation. S'il vous plaît, comment se fait l'achat et la vente des actions? Alors, comment ça se fait? Généralement, bon, écrivez-moi en inbox. J'ai une playlist spécialement dédiée aux débutants. Je sens que ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, écrivez-moi en inbox, je vous envoie le lien de la playlist. Vous comprendrez exactement comment ça se passe. Alors, ensuite, vous demandez, c'est moi-même qui suis le marché. Donc, ça rejoint un peu la question de M. Judicaël. Si vous sentez que vous avez les capacités pour le faire vous-même, donc oui, allez-y vous-même, suivez le marché et décidez que vous allez investir dans telle chose ou pas. Si vous n'êtes pas encore là, alors déléguez ou bien achetez. Ah, ensuite, il y a la question qui demande, est-ce qu'il y a des courtiers dans... Oui, donc, la BRVM, il y a ce qu'on appelle les SGI. C'est un peu l'équivalent des brokers. Donc, c'est chez eux, vous allez ouvrir votre compte titre. C'est grâce à ce compte-là que vous allez détenir des actions. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Et, s'il te plaît, ce que tu viens de dire de suite, je n'ai pas très bien compris en fait. Concernant la toute dernière question, c'est ça, les SGI? Oui. Okay. Alors, donc, sur la BRVM, déjà, pour acheter les actions sur la BRVM, vous n'allez pas acheter directement les actions. Vous passez par ce qu'on appelle un intermédiaire. D'accord? Donc, il y a vous, il y a l'intermédiaire, et puis il y a la BRVM. Donc, pour agir sur la BRVM, vous passez par l'intermédiaire. Cet intermédiaire-là, nous l'appelons SGI, Société de gestion et d'intermédiation. Donc, si vous voulez acheter des actions, vous dites à la SGI, je veux acheter des actions. Si vous voulez vendre des actions, vous dites à la SGI, je veux vendre des actions. La plupart des SGI aujourd'hui ont des plateformes qui vous permettent de faire ces opérations-là sans envoyer un mail à une personne physique dans la SGI. Donc, la SGI va vous donner une plateforme et sur la plateforme, vous pouvez juste cliquer sur des boutons et acheter directement les actions ou cliquer sur des boutons et vendre directement des actions. Mais vous passez quand même, la SGI est quand même détenue, enfin, la plateforme est quand même détenue par la SGI. Donc, l'image la plus simple, c'est de vous dire, la SGI, c'est un intermédiaire entre vous et le marché. Donc, c'est comme si, je ne sais pas, au Bénin, ici, par exemple, on a un très grand marché qui s'appelle Tokpa. Donc, je dis, je vais acheter quelque chose à Tokpa, mais je ne peux pas acheter directement à Tokpa, qui ici est la BRVM. Je dois passer par un intermédiaire, un courtier,
Donc, je vais appeler un courtier, je vais lui dire, je vais acheter 1 kilogramme de gari. Donc, au lieu d'aller moi-même directement à Tokba sur le marché, je peux pas, à la BFM, ça se passe pas comme ça. Je dois appeler le courtier et lui dire, je veux 1 kilogramme de gari. Et c'est lui qui va aller faire l'opération là-bas, acheter, revenir me donner mon gari. C'est un peu ça l'image, en gros, s'il vous plaît. Maintenant, comme je le dis, c'est pas un appel, vous appelez pas, d'accord? Ils mettent à votre disposition une plateforme où vous pouvez faire des opérations. Toujours est-il que ça passe quand même par la SDI. Donc voilà. Ah, d'accord, d'accord. En fait, une fois, j'ai assisté à la formation donc, de Sika Finance qui était au Sénégal, à chercher à un compte au sein d'un SGI. Bon, chercher je me suis inscrit les gens qui sont dans le groupe et tout et tout. Si par exemple, ils peuvent me mettre en contact avec quelqu'un avec qui j'ai cette facilité-là. Mais bon, j'ai pas eu gain de cause, j'ai fini par abandonner. Maintenant, bon, bon, au Burkina, il y a Coris Bank qui est SGI. Et il y en a 3 autres. Mais bon, à Dakar, ici, pratiquement, je n'ai aucune idée. Donc, je finis par mettre ça pour plus tard. Donc, je ne sais pas si toutefois il y a peut-être donc des gens, des Sénégalais peut-être parmi nous ici qui ont déjà créé leur compte là-bas. Ils pourraient en fait coacher entre griffes, quoi. Merci beaucoup. Et alors, ça tombe bien. Monsieur Daniel, vous avez un client. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, vous pouvez m'écrire après. Je suis dans le groupe. Je vais écrire dans le groupe et vous demander de m'écrire une boss. Vous êtes au Sénégal? Oui, 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 je suis au Sénégal. Ou sinon, D'accord. encore plus Donc, rapide, tu peux laisser ton contact dans ce chat-là. D'accord, ok, d'accord. ok, d'accord. Je vais le faire. C'est le 117 868 12 25. C'est bon. Donc, vous Et, pouvez m'écrire inbox et puis ça va. Merci, à peu. Ok, ok, c'est compris. noté. Ah, voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Mais après, il faut songer à être apporteur d'affaires. Comme tu... C'est aussi une bonne opportunité pour toi. Ok. Alors, je vais me lever. Madame Belinda, allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir coach. Merci de votre effort déjà. Et puis, en fait, ma question ce soir, c'est de savoir quand, bon, pour une action particulière, quand un dividende est payé, je comprends que le cours baisse. Maintenant, est-ce que automatiquement, avec dans le temps, ça reprend toujours sa position d'avant? Et puis, si ça le fait, ça prend combien de temps en moyenne? Maintenant, bon, si ça ne reprend pas son cours d'avant, bon, ça se dirige vers où? Et puis, c'est basé sur quoi? Les performances ou bien... Bon, c'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si... Alors, donc, le coût diminue. Oui, effectivement, et ça, c'est une opération mécanique faite par la BFM. Vous semblez avoir déjà compris ça. Est-ce que le coût Mhm. remonte après? Généralement, oui, mais ce n'est pas une garantie. D'accord? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas écrit quelque part que le coût doit remonter. Tout dépend Ok, encore du d'accord. marché. D'accord? Ok. Est-ce que le coût va baisser? Ben, on n'en sait rien. Ça dépend encore du marché. Maintenant, ça va prendre combien de temps? Ça non plus, on ne sait pas. Ça va dépendre du marché. Ok, d'accord. Bon, Donc de votre voilà. expérience en moyenne sur... Il n'y a pas de moyenne. Ça dépend du Ok, marché. d'accord. Donc, il n'y a pas bon, le fait que, bon, peut-être que l'action appartient à, par exemple, bon, la famille des industriels ou bien les services publics. En général, les télécommunications, ça se comporte comme ça. Ou bien les services publics, ça se comporte comme ça. Il n'y a pas de trend comme ça, en fait, sur le marché, selon votre expérience. Si c'était comme ça aurait été vraiment plus facile. Gagner de l'argent, ça aurait été après. Comme ça, j'achète ma chose et je sais que bon, ça prend environ 3 mois, d'accord? C'est vraiment plus facile comme ça. Mais non, il n'y a pas de... C'est écrit Ok, nulle part, il n'y a d'accord. pas de moyenne sectorielle comme ça, non. Ok, C'est c'est bon à pourquoi, savoir. généralement, je ne conseille pas aux gens de... J'appelle ça dividendisme. La plupart des gens font ça. Le marché, c'est le comportement de la plupart des investisseurs sur la BRVM. C'est Ok, acheter juste pour capter les dividendes et sortir après. Pas une bonne stratégie. D'accord? Donc, et pour plusieurs raisons. Donc,
ou justement ce que vous venez d'évoquer là. Vous ne savez pas comment le cours va se Mhm, comporter après. Vous mhm, achetez, captez votre dividende et après le cours tombe tellement bas que vous avez perdu tout ce que vous avez gagné en dividende. Donc ça mhm, n'en valait vraiment pas la peine que vous sortez à ce moment. mhm. Ou maintenant, il vous faut attendre vraiment longtemps pour que le cours revienne à un niveau où vous avez votre dividende. Vous pouvez garder, on va dire, votre dividende. Ah, ça, c'est du market timing, comme ils aiment l'appeler. Vous ne savez vraiment pas comment le marché va évoluer. Donc, Mhm. vous n'êtes pas censé prendre des décisions sur une, on va dire, conjecture, supposition, le comportement du marché sur le court terme. Parce que c'est vraiment difficile de dire le marché va évoluer de telle manière sur 3 semaines, 4 semaines. Mhm. Voilà. Ok, d'accord. Je demandais dans le sens de pratiquer peut-être un double dividende ou bien un triple dividende selon les périodes où les entreprises payent les dividendes. Et donc, ça revient encore à la même chose. Déjà, ce thème-là, ça m'a vraiment étonné quand je l'ai entendu pour la première fois. Donc, l'objectif, c'est quoi? Acheter pour capter un premier dividende sorti, pour aller sur une autre action, capter un second dividende, et ainsi de suite, c'est ça, hein? Mhm, mhm. Donc, je vous le dis d'emblée, c'est pas vraiment une bonne stratégie. À la fin de la Ok. journée, soit vous allez... Bon, c'est comme je le dis, ça dépend encore du comportement du marché. Mais d'emblée, vous ne savez pas dans quel sens ça va aller. Et c'est ça Ok. même qui en fait que c'est pas une bonne stratégie. Une bonne Ok. stratégie, ça vous permet de capter une plus-value, hein, Mhm, de manière relativement sûre. En anglais, on appelle ça asymmetrical bet, c'est-à-dire c'est un pari asymétrique. Excusez le terme mhm, pari, je sais que c'est pas très professionnel, mais permettez-moi de là, vous allez très bien comprendre. Donc, ce que vous voulez faire en bourse, c'est de faire des paris asymétriques. D'accord? mhm, mhm, Vous avez, on va dire, deux caractéristiques pour mesurer un pari. Donc, il y a la probabilité de perdre ou de gagner sur le pari. mhm, D'accord? Et il y a ce que vous pouvez perdre ou ce que vous pouvez gagner sur le gagner. pari. Mhm, Donc, la plus-value, on va dire le gain, peut-être positif ou négatif. Disons gain pour c'est simple. D'accord? Donc, mhm, il y a la probabilité de gain et le gain. C'est ces deux choses-là qui vont caractériser votre pari. Ce que vous voulez faire, c'est faire des paris asymétriques. Ça veut dire faire des paris où la probabilité de gagner de l'argent, elle est beaucoup, mais beaucoup plus grande que la probabilité de perdre de l'argent. Donc, ok. retenez ici que je n'ai pas du tout parlé du gain en lui-même. Je n'ai pas du tout parlé de je peux gagner 100%, 200%. C'est pas ça qui est important. Mhm, mhm, D'accord? C'est la probabilité de gagner. Si je gagne, la probabilité de gagner. D'accord? mhm, Et donc, la plupart des gens, par exemple, si je prends le marché des cryptos, les gens, leur mindset, c'est sur la deuxième caractéristique, c'est je veux faire le plus de gains possible. Et ils ignorent complètement le premier critère. Mais est-ce que, quelle est la chance que je gagne quelque chose? Effectivement. Voilà, donc, il y a une Mhm, formule, la formule de Kelly, que les gens dans la télécommunication utilisaient pour faire des calculs compliqués. Donc, pour faire simple, c'est quoi? Ce que vous gagnez en moyenne, c'est la probabilité de gagner quelque chose fois le gain en lui-même. mhm, Il y a des matheux ici qui vont comprendre très bien ce que je dis. Donc, mhm. si ce que vous gagnez est peut-être très grand, mais si la probabilité de gagner ça est faible, Très faible. Mhm. au final, c'est que le résultat que ça donne, c'est pas si, on va dire, Important que ça. C'est voilà. comme l'espérance mathématique, c'est ça? Tu as tout compris. Je ne savais Ok. pas qu'il y avait des matheux ici. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Ok. Donc, voilà. Bon, Ok, je vois mieux. Merci. Merci donc, beaucoup. c'est aussi simple que Oui, ça. bon, je voulais juste ajouter quelque chose. Bon, je suis courtier, je pense que je travaille plutôt chez un courtier et je pense que peut-être ils vont me pardonner pour ça. Vous savez que dès que vous achetez un titre, les commissions qu'on vous facture déjà, ça fait que vous l'achetez plus cher que le prix auquel le cours de l'action lui-même. Effectivement. Et lorsque vous recevez vos dividendes et que vous sortez, vous avez également des commissions à la vente. Mhm, Vous voyez? Et mhm. retourner encore sur un autre actif et perdre en commission, et perdre aussi en commission lorsque vous sortez, si vous faites le cumul, vous voyez que déjà vous avez même saccagé le premier dividende que vous avez reçu. Oui. Mhm, Vous mhm. voyez que, Oui. vous voyez Mhm, que vraiment, c'est pas quelque chose qui est bénéfique. Vraiment, c'est pas quelque chose que. C'est pour ça qu'il faut rester sur des actifs qui donnent des bons dividendes et l'activité continue toujours pas à croître. Et vous faites un stock picking, c'est-à-dire vous sélectionnez des actifs et vous mhm, faites une pondération.
Genre, vous faites une ventilation de votre montant sur ces actifs-là. Ok, Donc, d'accord. bon, ça peut être la méthode de Markovitch, bon, qui marche pas bien de toute façon, ça a été prouvé. Et vous ventilez hein, le montant que vous détenez sur votre stock picking et vous avancez avec dans le temps. Et si vous avez également peut-être une poche de liquidité pour faire parfois des prises de position pour gagner des plus-values sur sucre ivoire ou bien quelques sociétés, bon, tant mieux. Ça peut être peut-être de 10% de la valeur du portefeuille. Ça, vous vous amusez avec un montant comme ça pour gagner, pour capter des plus-values ici et là. Ok, Je pense que ça peut être une stratégie aussi. ok, ça marche. Merci beaucoup. Non, je vous en Super. prie. Alors, super. Est-ce qu'on a une question? Oui, dans le chat, je lis. Madame Rocchiato, alors moi j'ai une question sur la valeur intrinsèque d'une action. Est-ce que la valeur intrinsèque d'une action peut changer au cours d'une année où elle reste fixe? Oui, elle peut changer. Alors, au milieu de la même année, même oui, ça encore, c'est possible. Donc, ce que nous appelons valeur intrinsèque, c'est, alors, comment dire? Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas une notion aussi objective que ça. D'accord? Donc, si mon coût de l'action, c'est, je dis n'importe quoi, c'est à 10 000 francs CFA, ces 10 000 francs CFA, là, c'est comment dire, le prix auquel je peux avoir l'action. D'accord? Mais quelle est la valeur réelle de l'action? C'est ça que nous appelons valeur intrinsèque. D'accord? Maintenant, est-ce que cette valeur-là, cette valeur réelle que nous sommes en train de donner à l'action-là, est-ce que ça peut changer au milieu de la même année? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça peut changer au milieu de la même semaine? Pas si évident que ça, mais même ça encore là, c'est possible. Et pour quelle raison, en fait? Donc, dans le, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine passée, il y a eu un débat très intéressant dans le groupe où les gens se parlaient de changement ou bien, je ne sais plus c'était quoi le truc, structurel ou conjoncturel. Bon. Et donc, ce qui arrive à l'entreprise et qui peut changer les fondamentaux de l'entreprise, changer les perspectives de gain de l'entreprise, d'accord, sur le long terme ou sur le moyen terme, ça, c'est fondamental. Ça, c'est structurel. Ça change la valeur intrinsèque. C'est pas un débat, c'est automatique. C'est pourquoi, par exemple, quand l'entreprise paye des dividendes, la BFM de son côté va déduire du coût de l'action le dividende. Parce que ça impacte l'entreprise. L'entreprise, quelque chose est sorti des caisses de l'entreprise. Donc, la valeur intrinsèque de l'entreprise a changé. C'est pourquoi on essaie de refléter ça en bourse, en déduisant le coût de l'action. Donc, ce qui impacte directement l'entreprise, ça change la valeur intrinsèque. C'est l'une des manières dont la valeur intrinsèque va changer. Mais un truc conjoncturel, on dit par exemple, alors je dis n'importe quoi, hein, je sais pas, que tel président a fait telle annonce. D'accord? Je sais pas. Ça change, ça touche l'entreprise, mais pas directement. D'accord? Ça peut toucher le secteur de l'entreprise, ça peut, bref. Mais ça ne touche pas directement au cœur, au métier de l'entreprise. Ça ne touche pas directement aux perspectives de gain de l'entreprise, pas nécessairement. Alors, donc ça ne touche pas nécessairement la valeur intrinsèque. Donc oui, est-ce que la valeur intrinsèque peut changer? La réponse c'est oui. Notamment s'il y a des événements qui font que ce que l'entreprise va gagner sur le moyen ou sur le long terme. Et c'est pour ça que M. Daniel parlait tantôt de VAN, valeur actuelle nette. Ce qui fait la valeur intrinsèque, bon, ok, la définition de Warren Buffett de la valeur intrinsèque, c'est quoi? Il dit, la valeur intrinsèque, hein, c'est la somme des cash flows que peut générer l'entreprise entre aujourd'hui et le jour du jugement. Et lui, il aime faire beaucoup de blagues. Entre aujourd'hui et le jour du jugement. Le jour du jugement, c'est le jour où Jésus revient, on nous juge tous. on nous juge tous, d'accord? Ça, c'est beaucoup trop loin. En temps, l'entreprise est sûrement déjà morte. Donc, retenez que c'est tout ce que génère l'entreprise comme cash flow pour les actionnaires entre aujourd'hui et le jour où l'entreprise meurt. L'entreprise ne survivra sûrement pas jusqu'au jour du jugement. Maintenant, je ne sais pas si le jour du jugement, c'est peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas quand Jésus revient. Tout ça, c'est notre débat. Et donc, un événement qui arrive et qui change combien l'entreprise peut gagner l'année prochaine, l'année sur-prochaine, ça change la valeur intrinsèque, ça fait sens. Puisque nous venons de dire que la valeur intrinsèque, c'est tout ce que l'entreprise peut générer comme cash flow entre aujourd'hui et le jour du jugement. Donc, tout ce qui change ces cash flows-là change la valeur intrinsèque. La somme de ces cash flows-là, c'est ce que nous appelons la valeur intrinsèque. Voilà. Pas de questions?
On a quand même fait quoi, 44 minutes déjà. C'est pas mal. Il n'y a pas de nouvelles questions. Je pense qu'on peut s'arrêter la pause. Attends. Alors, je vois une question dans le chat. Que pensez-vous du ratio PE sur... C'est pas celui qui écrit. Apparemment, c'est pas... C'est l'anglophone qui écrit, c'est ça. Bon, PE, vous parlez souvent de la valeur d'entreprise divisé par EBIT. Earning before interest. Monsieur Batirori, earning before interest, right? Donc, ça, c'est pas un ratio que moi, j'utilise personnellement. D'accord? Et donc, je sais pas vraiment comment ça s'interprète. Je ne peux pas vous dire, pas vous donner des seuils pour dire quand il est 1 ou bien quand il est à 2, ça veut dire qu'il faut interpréter comme ça ou quand il est à telle valeur, je ne sais pas. Un ratio que j'ai entrepris, c'est l'habitude. Et de toute façon, ce que j'aime souvent dire aux gens, c'est les ratios en soi-même, c'est pas, c'est contextuel, d'accord? Donc, comme je l'ai dit tantôt au début, le plus important ici, c'est de catégoriser les actions. D'accord? Ce ratio-là, par exemple, ce qu'il représente pour les fast growers, n'est sûrement pas à coup sûr, pas la même chose que ce qu'il représente pour le turnaround. D'accord? Donc, la question, c'est de quelle action, de quelle catégorie d'action on est en train de parler? Pour cette catégorie-là, maintenant, comment on interprète ce ratio-là? Ça change encore complètement le sens du ratio. Je vous donne un exemple. Donc, je prends le ratio pair. Le pair, pour les fast growers, plus il est bas, mieux c'est. Ça fait sens. Par contre, pour le turnaround, c'est... bon, ok, d'accord. Pour les cyclicals, c'est tout l'inverse. Pour les cyclicals, plus il est bas, plus c'est dangereux. Pourquoi? Parce que pour les cyclicals, et donc je prends le cas par exemple de Palm CI, je pose encore que ce soit un cyclical, c'est un autre débat, mais soit. Donc, pour les cyclicals, plus il est grand, mieux c'est en réalité. Donc, on va essayer de... Le pair, c'est quoi? C'est presque le prix sur le résultat. Pour les cyclicals, vous voulez acheter au moment où on est en bas du cycle. Comme ça, vous allez profiter de la hausse. Quand on est en bas du cycle, votre entreprise, elle est en train de générer beaucoup d'argent ou peu d'argent. Elle est en train de générer très peu d'argent. Si elle génère très peu d'argent, notre résultat, il est très petit. Si notre résultat est très petit et que le père, c'est le prix sur le résultat, ce ratio-là, il est comment? Il est très grand. Ça fait que pour les cyclicals, par exemple, vous voulez acheter les cyclicals quand le père, il est très, très grand. Alors que pour les fast growers, c'est tout l'inverse. Si le père est très grand, vous achetez l'action beaucoup trop cher quand c'est un fast grower. Je dis juste ça pour vous dire que juste le ratio en lui-même, ça ne suffit pas pour interpréter quelque chose. Il faut encore contextualiser de quelle catégorie d'action on parle. Et tant qu'on sait la catégorie, oui, ce ratio-là, ça prend un certain sens, à une certaine. Mais de toutes les façons, ce n'est pas un ratio que j'utilise souvent. Et donc, je ne sais pas vous dire quelle catégorie d'action c'est. Non, alors, je vois Madame Belinda a levé la main. Oui. Je voulais, bon, en fait, la réponse que vous venez de dire a envoyé une autre question dans ma tête, en fait. Euh, pour l'évaluation des actions par catégorie, par type, c'est le chiffre d'affaires qu'on regarde, c'est le résultat net ou bien le résultat d'exploitation, ou bien les trois. Alors, donc, les catégories, déjà, c'est quoi? C'est les growers. Dans les growers, vous avez les fast growers, ce que je m'appelle les middle growers. En réalité, ça s'appelle stall. Donc, vous avez les slow growers. Et en dehors des growers, donc, vous avez les cyclical, les turnaround et les asset plays. Donc, fast growers, c'est des entreprises à croissance rapide. Comment vous les reconnaissez? Le résultat est exponentiel. Préférence sur les 5 derniers. Si c'est juste sur les 2 dernières années, ça ne suffit pas pour dire. Les 5 derniers. C'est pas que vous les reconnaissez. Les stalwarts, que je m'appelle les middle growers, c'est OK. Je reviens d'abord pour les fast growers. 20%, c'est notre seuil. Sur le taux de croissance du résultat net sur les 5 dernières années est supérieur ou égal à 20%. Fast grower. Donc, ensuite, on a les stalwarts qui sont des actions de croissance, mais dans une moindre mesure.
entre 10% et 20%. Parlons de la taux de croissance du résultat. Ok. Ok, du résultat net. Et slow grower, quand nous sommes en dessous des 10%, parlons de slow grower, c'est plus de croissance. La croissance faible. Pas croire, mais c'est Ok. faible parce que ça nous réfère. Alors, en dehors des growers, nous avons les 3 autres catégories. Turnaround, turnaround, des entreprises en redressement. Alors, si la BRVM, c'est quoi par exemple? C'est Sicor par exemple. Alors, Sicor, faut qu'on rappelle, transformation, ils ont des usines, chaque ville, consort, ils ont des usines qui ne peuvent pas exploiter. Pourquoi? Parce que les riverains ont bloqué les usines. L'affaire est en justice. On ne sait pas s'ils vont Mhm. pouvoir avoir accès à nouveau à ces usines pour continuer de transformer ou pas. C'est compliqué. Tout dépend de ce que la justice va décider. Ok. Ça peut basculer Les- juste. Mhm. Et on apprend aujourd'hui que la justice a décidé que Tico rentre en possession de toutes les usines, que tous les riverains ont bloqués. Et donc, Mhm. ça va booster le chiffre d'affaires de l'entreprise et booster le résultat et qu'on sort. Et une entreprise, on va dire, en Mhm. redressement, dont la situation peut changer du tout au tout Du jour au lendemain. Ok. en une décision comme ça. Mhm. Et donc, est-ce que le redressement, il est, comment dire, successful ou ça ne réussit pas? Entreprise en redressement, ça c'est un turnaround. C'est Ok. cyclical, c'est des entreprises cycliques. Donc, et donc, qui généralement vont opérer dans un secteur cyclique, comme Palm CI. Il paraît que le Mhm. coût est cyclique. Je dis vraiment, il paraît. Donc, juste pour faire le récap, ce que je sais jusque-là, c'est quoi? C'est que le coût de l'huile de palme, c'est, enfin, il y a un marché qui dixe le coût. Et Mhm. donc, juste comme ça, là, c'est pas, on va dire, ça semble être cyclique sur ce marché-là, sauf qu'il y a des rumeurs contraires qui disent que le coût est fixé par le gouvernement, par le ministère de je sais pas quoi. Et donc, là, dans cette théorie-là, le cours ne serait pas cyclique normalement. Sauf qu'il y a une troisième vague maintenant qui vient préciser que même le coût fixé par le gouvernement, par le ministère de je sais toujours pas quoi là, excusez-moi, je blague beaucoup, que ce Mhm. coût-là, en réalité, il essaye de suivre le coût sur le marché international. Donc le gouvernement ne fixe pas ses coûts au hasard. Le gouvernement Mhm. essaie quand même de se caler sur le coût sur le marché international. International. Et Ok. donc, dans cette troisième vague de théorie-là, bah, on retient quand même que Palm CI, c'est encore une entreprise cyclique. Donc, Palm CI. Donc, un secteur cyclique, on sait tantôt ça va bien, tantôt ça va mal. Et on sait Mhm. que ce sera comme ça indéfiniment. Ça, c'est une Ok. entreprise cyclique. Alors, les entreprises automobiles aussi, a priori, c'est des entreprises cycliques. Alors, l'automobile, comment ça se comporte? Quand l'économie va bien, le secteur automobile va bien, pas les entreprises qui vendent des véhicules. Mhm. Et quand l'économie va mal, ce secteur-là va mal. Pourquoi? Parce que quand l'économie va bien, les gens gagnent beaucoup d'argent. Et donc, les gens L'argent. achètent des voitures. Un Mhm. symbole de puissance économique. Les gens aiment montrer qu'ils ont du pouvoir économique et qu'ils, voilà. C'est dans ça qu'ils dépensent sur tous les hommes. Comme le disait l'autre là, Maurice Pabra, il dit pour les hommes, c'est un peu compliqué. Quand un homme a de l'argent, je blague beaucoup. Là, je fais un hors contest. Quand un homme a de l'argent, il n'a pas vraiment beaucoup de moyens de montrer qu'il a de l'argent. Donc, généralement, soit c'est sa voiture, soit c'est sa maison. D'accord? Et la plupart des gens ne voient pas sa maison. D'accord? C'est juste son entourage qui voit sa maison. Donc, sa voiture est le premier Exactement. Donc, signe. un homme a de l'argent. Donc, on va dire presque le seul moyen qu'il a de montrer qu'il a de l'argent, c'est sa voiture. Donc, quand l'économie va bien, le secteur automobile va bien parce que les hommes achètent beaucoup de voitures. Et quand l'économie va mal, bah, le secteur automobile va mal parce que les hommes n'achètent plus beaucoup de Les voitures. priorités sont autre part. Exact. Donc, cyclique. Alors, la dernière catégorie, c'est asset plays, ce que l'autre appelle les net. Donc, c'est des entreprises qui vont avoir des actifs cachés. Caché, ça veut dire, c'est pas si caché que ça, c'est juste que sa valeur est cachée. Sa valeur, c'est pas ce qui est marqué sur enfin, Le bilan. exactement. Donc, ça peut être par exemple Palm CI. Donc, je reviens encore dans Palm CI. Donc, effectivement, Palm CI peut être à la fin d'une entreprise cyclique et avoir des actifs cachés. Donc, je reviens dans le cas de Palm CI qui a des exploitations des terrains agricoles. Et je ne sais pas, ils ont acheté ces terrains-là depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 70 ans. Et ce qui est marqué dans les livres de l'entreprise, c'est qu'ils ont acheté, je ne sais pas, je dis un terrain lambda dans une zone quelque part à 7 millions.
Mais ça, ces 7 millions-là, c'était il y a 70 ans. 10 ans, ok. D'accord? Donc aujourd'hui, ça vaut Aujourd'hui, bien plus. voilà. Par contre, enfin, pourtant, ce qui est marqué dans les livres de l'entreprise, dans les livres comptables, c'est toujours les 7 millions-là. D'accord? Donc, Mm. l'écart peut être vraiment grand entre les 7 millions et ce que ça vaut aujourd'hui. C'est ce que nous appelons un caché. Donc, voilà. Mais comment on fait pour savoir que l'entreprise a des actifs cachés? Si dans le bilan, bon, ça a la valeur d'il y a 70 ans. Ok, bah justement, vous savez, dans les rapports annuels, généralement, ils vont vous dire que l'entreprise détient telle chose. Les rapports annuels encore, ça peut être une catastrophe. Et il faut que l'information soit vraiment bien détaillée. Donc, un rapport annuel qui se respecte, on peut aller jusque dans le détail, vous dire qu'on détient telle chose à tel endroit et qui a été payé à telle époque. Maintenant, si vous savez plus ou moins, c'est en Côte d'Ivoire, d'accord? Vous savez, dans cette ville-là, le mètre carré, c'est environ à telle chose et que l'entreprise détient Ok. tel le nombre de mètres carrés. Vous pouvez faire une évaluation grossière et arriver à vous-même Ok. la valeur et comparer à ce qui est marqué dans le book pour voir l'écart Ok. que ça fait. Ok, Bien, je ça peut être un stock. Je dis n'importe quoi, une entreprise qui va être dans la transformation de je ne sais pas quoi, qui a un stock de quelque chose. Donc, et on peut se. Bon, à l'époque où la valeur de ce stock-là était en train d'être inscrit dans le livre, ça a été inscrit à la valeur que ça avait à cette époque-là. Et ce stock-là n'a pas changé en temps. Supposons que ce soit un stock impérissable, parce que supposons que ce soit un stock impérissable, mais en temps, des choses ont changé et même ce produit semi-fini là, actuellement sur le marché, il est très valorisé. Donc, même le stock peut aujourd'hui avoir une valeur très importante, beaucoup plus importante, peut-être 10 fois plus importante que ce que ça avait à l'époque où on marquait sa valeur dans le book. Donc, voilà des choses qui peuvent faire que il y a une très forte décorrélation entre ce qui est valorisation comptable et valeur des valeurs.